Savez-vous combien de vidéos sont téléchargées sur YouTube chaque minute? Pour vous donner une idée de l'ampleur, selon une étude de 2020, près de 720 000 heures de vidéos sont téléchargées chaque jour. C'est presque 30 000 jours de contenu en seulement 24 heures. Autre fait surprenant, seulement 3,5% des chaînes YouTube ont dépassé les 1000 abonnés. Et youhou, on en fait partie ici aussi. Je trouve que ces chiffres sont fous, pas vous? Selon une étude de Brainwatch, 90% des vidéos les plus regardées sur YouTube ne représentent que 0,3% du total des vidéos publiées. Autrement dit, une minorité de vidéos capture la majorité de l'audience. Donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler de mon aventure sur YouTube, de 0 abonnés jusqu'à aujourd'hui 700 000. Vous le savez, mais lorsqu'on démarre, on a tous cette image idéalisée. Devenir un gros youtubeur, c'est juste vivre de sa passion tout en postant des vidéos sur le net. Mais c'est tellement plus que ça. Partie 1, le commencement. J'ai rapidement réalisé que YouTube n'est pas juste un endroit un peu drôle où on peut partager des vidéos un peu comme on le fait sur TikTok ou OnlyFans. Je dérape là. Non, c'est une véritable jungle. Il y a tellement de contenu chaque jour qu'il fallait se battre pour obtenir ne serait-ce qu'un vue ou qu'un seul abonné. Et puis il y a le côté obscur de YouTube dont personne ne parle, la pression des vues qui t'empêche de comprendre pourquoi une vidéo a plutôt bien fonctionné ou comment améliorer justement la ligne éditoriale de votre chaîne pour que ça fonctionne mieux. C'est une frustration terrible. Sur cette chaîne ça va encore, je fais des vidéos assez rapidement avec le peu de temps que j'ai. Mais sur Science Trash, les premières vidéos, on y mettait du cœur. Je vais vous parler de mon premier traumatisme sur YouTube, la vidéo sur Napoléon. Alors déjà, il faut connaître le contexte, je suis fan du personnage. Alors je vous arrête tout de suite, fan du personnage ne veut pas dire fan de ses actes, nous connaissons tous les actes atroces qu'a pu connaître Napoléon. Lorsque j'ai découvert le problème et le théorème de Napoléon, mais je me suis dit, ah bah oui, justement, c'est là où je peux justement me distinguer de ce qui est fait sur internet. Personne ne connaît le côté scientifique du personnage. Avec Science Trash, je vais pouvoir faire découvrir le côté scientifique de Napoléon. Bon, je ne spoil pas, mais son côté scientifique a beaucoup été développé dans le vol. Imaginez ma déception lorsque j'ai découvert que cette vidéo n'avait pas fait tant de vues que ça. Déjà, dans cette vidéo, ma voix était horrible. Trop aiguë, trop rapide, tout ça n'aidait pas à plaire à la vidéo. D'ailleurs, vrai fact, aujourd'hui même, je suis totalement incapable de réécouter cette vidéo. C'est une vidéo dont j'ai horreur de revoir faire surface. Le rédacteur qui a bossé avec moi, Spike, était aussi un peu dégoûté. Mais ce type de déception, on en a connu plusieurs au lancement de la chaîne sur YouTube. La dernière reste pour moi celle sur les ondes boréales. C'est mon ami et colocataire Florimond qui a travaillé dessus et qui a rédigé la vidéo. Je savais que la vidéo n'allait pas percer, mais pas à ce point-là. Bon, après, Jamie a ressorti quelques semaines plus tard la même vidéo sans jamais réellement dépasser les 100 000 vues. Vous allez me dire, mais alors, pourquoi continuer? Eh bien, c'est simple. YouTube offre une plateforme pour m'exprimer, pour partager ma passion et pour pouvoir rencontrer une communauté incroyable. Partie 2, les leçons apprises. Bon, déjà, revenons au commencement où Science Trash n'avait que moi comme seul membre. J'apprends à écrire mes premiers textes et à les faire relire de A à Z par plusieurs personnes et ça depuis longtemps. À l'époque, j'avais rédigé plusieurs vidéos pour la chaîne Trash, donc j'étais bien formé. Mais le plus gros obstacle pour moi était le montage. J'ai appris à monter sur Premiere Pro et à apprendre quelques bases sur After Effects, mais ça ne suffisait pas. Oui, une vidéo ne se monte pas à l'arrache, il faut apprendre des bases de montage, c'est essentiel. Le véritable problème, c'était le temps. Je prenais un temps dingue à monter les premières vidéos. C'était une horreur. Heureusement que Nox, le leader de Science Trash, m'a énormément aidé sur cet aspect parce que sans lui, la chaîne Science Trash n'aurait peut-être jamais vu le jour. Ensuite, il devenait nécessaire de recruter. Nous avons donc recruté nos premiers membres et rédacteurs avec Twan, avec Goa, Spike et plein d'autres. Ce fut la première génération de l'équipe de Science Trash. Mais ça n'a pas suffi à augmenter la qualité et le nombre de vues à la chaîne. Après les premières déceptions, j'ai appris qu'il y avait d'autres choses à apprendre en dehors de la création de contenu. Le marketing, le référencement, le timing et tout ça sans perdre de vue l'authenticité. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'on évite de publier souvent les vidéos le vendredi ou le dimanche et qu'on se concentre particulièrement plutôt sur le lundi, mardi ou mercredi. De même, pour les heures, vous avez remarqué qu'on publie plutôt entre 16h et 20h pour éviter justement les horaires de faible influence. Ça m'a pris beaucoup de temps à apprendre cela à l'époque avec le Webedia de McFly et Carlito, mais le vendredi et le dimanche étaient noyés de contenu. J'ai aussi appris que le plus important dans une vidéo était cette miniature et ce titre de merde. Je déteste le design, c'est mon véritable point faible. Mais sans cela, pas d'engagement et donc pas de clic. Titre et miniatures doivent susciter la curiosité pour pouvoir donner envie de cliquer. Puis saviez-vous que les premières secondes de votre vidéo sont totalement cruciales pour retenir votre audience? D'ailleurs, selon une étude de YouTube, près de 20% des personnes qui commencent à regarder une vidéo la quittent après les 10 premières secondes si elles ne sont pas réceptives. Il est essentiel de garder votre audience dès le début car la première impression est super importante. Le youtubeur MrBeast l'a vraiment
vraiment très bien compris et je vous invite à aller voir les premières secondes de toutes ces vidéos. Elles engagent immédiatement, surprennent et présentent absolument tout le concept que vous allez voir dans la vidéo pour vous garder un maximum accroché à l'écran. La prochaine fois, essayez ceci. Donnez immédiatement une anecdote intrigante, une question captivante ou une image visuellement époustouflante qui donne un avant-goût de ce qui va suivre. Enfin, la dernière chose que j'ai apprise, c'est de ne surtout pas vous laisser influencer par la tendance. Au début, je voulais absolument tout suivre, l'actualité, mais j'ai réalisé que ce qui comptait vraiment, d'accord, tout simplement, c'est d'être authentique avec votre propre ligne éditoriale. Partie 3, les défis du créateur. Une des choses que les gens ne réalisent pas, c'est combien de temps ça prend de faire une vidéo. Une vidéo de 10 minutes peut demander plus de 30 heures de travail entre la recherche, l'écriture, le tournage, le montage, etc. Et ce, sans parler des révisions ou des moments où je dois tout refaire parce que je ne suis pas satisfait du résultat. D'après une enquête auprès des créateurs, une vidéo YouTube demande entre 2 à 7 heures de travail par minute de vidéo. Ainsi, une vidéo de 10 minutes peut nécessiter entre 20 et 70 heures de travail tout compris. D'ailleurs, demandez à l'équipe de Science Trash à quel point je peux être fatigant à demander des petits détails de merde sur certaines vidéos. Je me souviendrai longtemps de la vidéo sur les fractales et de mon Bac+8, qui sont deux vidéos qui me tiennent à cœur puisque je parle de ma vie privée. Comme ces deux vidéos sont assez personnelles, je n'ai absolument rien lâché sur tous les moindres petits détails. Pas le moindre. On dirait que je suis fou, mais dites-vous qu'il y a d'autres moments encore plus difficiles. La solitude du créateur. Être créateur, c'est souvent travailler seul face à son ordinateur. Même si je vous parle, même si je sais que vous êtes derrière cet écran, il y a ces jours où ça devient même très difficile. Je n'échange avec aucun autre créateur. Je pensais même que j'étais blacklist des scientifiques vulgarisateurs, puisque je ne recevais jamais de réponse à mes messages, comme avec Jamie ou plein d'autres. La seule chose que je voulais, c'était parler de science. J'ai eu des échanges exceptionnels avec ScienceClick, qui a en revanche, lui, sauvé 3 vidéos astrophysiques sur la chaîne à lui tout seul. Mais surtout, je ne peux pas dire que j'étais absolument totalement seul pour fact-checker et relire les textes. La plupart des informations qu'il y a dans des textes sont scientifiques et le milieu scientifique répond toujours à l'appel lorsqu'il suffit de relire et corriger des erreurs dans des facts scientifiques. Et une personne qui a toujours été présente pour nous aider sur cet aspect-là est Brusicor. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à vite aller voir sur sa page Twitter ce qu'il fait. C'est sûrement le scientifique le plus gentil et adorable que vous verrez. Il a relu tellement de textes chimiques de Science Trash qu'on leur remercie énormément. C'est un vulgarisateur de génie et il mérite d'être reconnu pour tout son travail qu'il a fait sur le YouTube Science. Il a aussi travaillé avec d'autres youtubeurs comme Dr Nozman, mais hormis ces soutiens que j'ai de temps en temps, dont en mathématiques avec Franck sur la chaîne Matador et Jason sur la chaîne Automate, croyez-moi, 99% de mon temps, je me retrouve seul avec mon équipe. Partie 4, les moments magiques. Malgré tous les moments difficiles, il y a ces petits moments magiques. Comme quand l'une des vidéos de Science Trash a explosé le 1 million de vues en quelques semaines. Ou quand Science Trash, par exemple, a atteint les 100 000 abonnés. Selon Tabula Insight, seulement 0,33% des vidéos sur YouTube atteignent 1 million de vues. Donc atteindre un tel jalon est une réalisation incroyable. Mais pour moi, ces moments ne vaut pas la satisfaction de mon équipe à leur propre travail. J'ai du mal à être très expressif sur ma joie, mais eux, en revanche, le sont et ça m'aide énormément. Et puis, il y a les rencontres en vrai. En fait, non, il n'y en a pas. C'est vrai que nous sommes pas très visibles. Il est vrai qu'avec mon métier, on m'interpelle souvent sur la chaîne, mais ce n'est pas du tout comme en convention, en salon ou autre. Je n'ai pas la même posture dans mon travail et en dehors de mon travail. En tout cas, je me souviendrai longtemps de la première fois où on m'a dit qu'on adorait la chaîne Science Trash. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que je pouvais avoir quand même un impact important dans la vulgarisation scientifique à ma propre échelle. On m'a toujours mis de côté, ignoré, mal considéré mon travail. C'est extrêmement difficile au quotidien et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'essaye de le vivre autrement. Mais grâce à vous, je vois que ça ne sert pas à rien. Pour terminer sur notre chiffré, il est estimé que chaque mois, il y a environ 2 milliards de personnes qui se connectent à YouTube. C'est environ un tiers de l'Internet. Alors même si le parcours peut être difficile, l'impact potentiel est immense. Alors voilà, c'était une petite aperçu de mon aventure sur YouTube, entre rêve et réalité. Oui, c'est difficile, oui, c'est exigeant, mais c'est incroyablement gratifiant. Et je tiens à vous remercier, vous qui me regardez, qui me soutenez et qui faites partie de cette aventure avec moi. Je vous invite encore une fois à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'était un plaisir de vous partager tout ça. On se retrouve très vite. À plus les amis.